Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale sur Alsace 20. Et c'est Christelle Laureau qu'on va recevoir dans quelques instants. Cette femme est l'une des meilleures nouvelles MOF, meilleur ouvrier de France dans la catégorie classe fromagère. Regardez, c'est tout simplement de l'art. Le chanteur Cyril est éducateur spécialisé signe. Je vise le haut. Nous recevrons Alicia, une des jeunes femmes chanteuses dans ce collectif tout à fait étonnant. Ça sera à découvrir. Également Valérie Zago qui nous racontera les arômes du vin avec un petit quiz sur ce plateau. Et Mathieu Chanvillard, l'humeur du jour. Avant cela, le JT, Camille Roland. Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité ce soir, à 2 jours de l'ouverture du salon de l'agriculture, des éleveurs alsaciens se préparent au concours. Exemple avec un éleveur de petits landaux, candidat au prix national pour l'agrobiodiversité animale. Le Pelpas Festival revient en mai pour une 3e édition encore plus éclectique. Et puis, à l'heure des vacances scolaires, le Stride de Strasbourg propose des stages de VTT. Mais pour commencer, selon l'Institut national de recherche agronomique, plus de 80% des races agricoles régionales sont considérées comme menacées d'abandon en France. Pourtant, quelques éleveurs décident d'œuvrer à la préservation de certaines espèces animales. C'est le cas d'un éleveur alsacien de petits landaux. Depuis bientôt 4 ans, il contribue à sauvegarder la chèvre de Lorraine. Il est candidat au prix national pour l'agrobiodiversité animale qui se tiendra au Salon de l'agriculture, qui ouvre ses portes ce week-end. Marine Zis est allée à sa rencontre. Une chèvre, tout le monde en a sûrement déjà vu, mais peut-être pas celle-ci. Il s'agit d'une chèvre de Lorraine. Elle se caractérise par son pelage gris moucheté. Il y a une dizaine d'années, elle était menacée de disparition. Aujourd'hui, grâce à des éleveurs comme Xavier Rollet, on en recense environ 1 millier en France. Et on peut désormais ajouter à ce chiffre la petite dernière de son élevage qui a tout juste 1 semaine. Je suis inscrit à l'association des Amis de la chèvre de Lorraine et donc ça forme comme un réseau si vous voulez. Et on peut comme ça se prêter des boucs reproducteurs afin de diversifier le sang lorrain et éviter la consanguinité. Là voilà, ça c'est chèvre de Lorraine. Dans le troupeau de Xavier Rollet, les chèvres de Lorraine se mélangent à d'autres races ainsi qu'à des moutons. Leur rôle, entretenir des terrains. L'éleveur propose en effet de l'éco-pâturage. À la base, j'ai travaillé en bureau d'études en tant qu'architecte paysagiste et j'ai eu plusieurs fois le cas où j'ai dû faire nettoyer des zones qui étaient vraiment difficiles d'accès et c'est là où j'ai eu le déclic. Je me suis dit bah oui, pourquoi pas. Je suis à la base fils d'agriculteur. J'ai dit tiens, on va changer l'image des zones industrielles, améliorer, travailler sur des défis un peu plus compliqués au niveau environnemental et amener vraiment des réponses. Xavier Rollet se verra peut-être décerner le prix national de l'agrobiodiversité animale pour son travail. À la clé, un chèque allant de 4 000 à 10 000 euros. Les résultats seront dévoilés dans 1 semaine, le 28 février, au Salon de l'agriculture à Paris. Et puis une boutique de vélos solidaires vient d'ouvrir à Strasbourg. À l'origine de cette initiative, Emmaüs Mundo, qui a souhaité créer un lieu dédié à la bicyclette et aux articles de sport. Un espace où l'on trouve tout ce qu'il faut pour réparer, recycler ou encore acheter son vélo. Et tout ça à moindre prix. Adeline Piron. Quand la chaîne rouille, que la dynamo lâche et que les freins ne fonctionnent plus, on a tendance à mettre son vélo à la benne. Pour Méli-Mélo, la boutique d'Emmaüs Mundo, rien ne se jette, tout se transforme. Depuis le 11 février, les 2 roues sont recyclées, retapées et revendues. Située dans le quartier de Cronenbourg, la boutique de vélos et articles de sport apporte de la proximité déjà et une connaissance peut-être plus approfondie du quartier de par les salariés que nous avons ici, puisque ce sont des salariés en insertion, donc qui connaissent le tissu local
et qui ont été formés par nos soins, par Emmaüs, à la mécanique cycle et à la vente. On essaye de donner accès au plus grand nombre, au sport et au vélo. Philippe Viard est un passionné de vélo. Il a été commerçant dans une autre vie et puis un jour, il s'est lancé dans l'aventure Emmaüs. Il transmet à des jeunes en réinsertion sa fibre commerciale et les forme à la réparation de vélos. Ça m'a permis d'apprendre la mécanique vélo, vu que j'ai suivi une formation de 4 mois avec Emmaüs Mundo. J'ai toujours été passionné de vélo depuis tout petit, réparer mon vélo, je faisais ça déjà gamin. Mais voilà, c'est un peu un hobby, je le prends même plus comme du travail, c'est de la passion en fait. Comme Akram, 2 autres de ces jeunes en réinsertion travaillent avec passion à la boutique qui propose des prix solidaires. Ici, on peut donc acheter à bas prix vélos et articles de sport, faire réparer sa bicyclette. Et puis, si l'envie de mettre les mains dans le cambouis vous prend, c'est possible le mardi soir. L'asso Les Accros du vélo s'empare de l'atelier de 18 à 20h pour apprendre soi-même à entretenir sa monture. Une bonne idée dans une ville qui compte plus de 600 km d'itinéraires cyclables. Et si certains réparent leur vélo, d'autres le pratiquent. En pleine vacances scolaires, le plus grand bike park indoor d'Europe ouvre ses portes aux cyclistes débutants comme confirmés. Le Stride propose notamment de s'essayer à la pratique du vélo tout-terrain. 12 000 m² sont mis à la disposition des stagiaires pour apprendre et pratiquer à son rythme. Fanny Kunz. Roue levée, pied au plancher, prêt à slalomer et franchir les bosses, ce matin, des enfants de 5 à 13 ans s'éclatent au Stride Indoor Bike Park de Strasbourg. Pendant les vacances, on y propose des stages de vélo tout niveau et tout public. Les jeunes pilotes sont encadrés par Laurent et Gilles. Ils leur expliquent la bonne pratique du vélo. On met en place des stages de vélo pour aider un petit peu les pratiquants à améliorer leur technique. On regarde comment ils maîtrisent leur vélo. En fait, il y a 3 fondamentaux dans la pratique du vélo, c'est l'équilibre, la propulsion et les trajectoires. Donc c'est vraiment on va dire les bases du vélo, et en fait on va travailler ces différents thèmes sur différentes pistes tout au long du stage. Dans cette ancienne gare de marchandises réhabilitée, 12 000 m² sont consacrés au fun à vélo. Divers parcours et agrès sont proposés dans ce temple du 2 roues. À un moment, on a fait des pistes à l'envers, on a fait des pistes à l'endroit. J'ai fait des bosses, des gros virages. C'est bien parce que j'apprends des sauts, des roues levées, des roues arrière levées. On apprend plein de choses et ils nous montrent des techniques pour s'améliorer. Si le mot d'ordre est la convivialité, les jeunes évoluent sur les agrès en toute sécurité. On se défoule en suivant des règles de bonne conduite. L'idée, c'est vraiment de les rendre autonomes et de les rendre plus aguerris sur leur vélo pour qu'ils aient une pratique raisonnable et raisonnée. En plus des stages pour enfants, le Stride propose des soirées 100% féminines. La prochaine aura lieu le 7 mars à 17h à l'occasion de la Journée des droits de la femme. Au programme, 1 heure d'amusement avec matériel équiné à disposition et cocktail en prime. La programmation du Pelpas Festival 2019 est dévoilée. Du 16 au 18 mai, Cocoroco, Balogi et la Dame Blanche seront sur scène au Jardin des Deux Rives. Artistes émergents ou confirmés, locaux ou internationaux, ils seront une quarantaine à jouer. 3 jours de concerts et d'animations organisés par l'association Pelpas attendent les festivaliers pour cette 3e édition. Quand tombe le mercure, le ciel pique du nez, les éclairs ce sont des fissures. Dans un plafond goudronné, encaisser le choc thermique. Échange amabilité, au fond de la glace. Moi c'est Emeric Bouyamba, enchanté. Mon prénom catholique est un passe-droit à ma couleur. Dans les familles à salaire unique, on fait du 5 € de l'heure. Les chapiteaux du Pelpas Festival se dresseront à nouveau en mai prochain, avec au programme toujours plus de découvertes. Ce rendez-vous musical de plein air, créé à l'image des festivals d'été, est devenu incontournable depuis sa création il y a 3 ans. Et cette année, quelques nouveautés attendent les festivaliers.
On a grandi un peu le site, donc l'an dernier on était sur une capacité à 2200 personnes par jour. On passe à 2500 là avec l'agrandissement un peu de la zone de la militante. Ensuite en termes de programmation, on a décidé d'éclater en fait les styles. C'est vrai que jusqu'à l'an dernier ce qu'on faisait c'était un soir hip-hop, un soir rock électro, un soir plus festif. Là cette année on fait vraiment de tout. Donc là il y aura du rap qui s'enchaînera avec de l'afrobeat qui s'enchaînera avec du rock, etc. Avec une quarantaine d'artistes locaux, nationaux et internationaux, les pelouses du Jardin des Deux Rives vont vibrer au rythme de sonorités diverses et avec des noms pas toujours connus, l'affiche favorise les artistes émergents. Il y a des noms un peu qui vont sortir un peu du lot avec des gens comme Dobby Odi, Jossman, OBF, Cocoroco, Balogi, Mes Frissons Rouges, ces groupes qui ont de l'actualité, qui en ont. Mais on va pas courir même sur les années à venir. On a envie de se dire on présente un festival un peu global. Là l'idée je pense en tout cas qu'on a réussi à faire un peu une affiche un peu qui sort un peu des sentiers battus, des choses un peu plus qui va susciter plus de curiosité chez les gens quoi. Et pour promouvoir la scène locale, les Versus sont la clé, un duel musical entre deux groupes pour offrir un temps de scène à davantage d'artistes. L'idée des Versus, c'est de confronter en fait à la base deux groupes locaux, d'essayer d'imaginer un nouveau projet ensemble, un projet de création inédit en fait présenté sur le festival. Donc c'est des groupes qui sont sur Strasbourg, qui développent des choses sur Strasbourg, des fois qui tournent un peu. Mais là l'idée c'est de les inviter ensemble et qu'ils imaginent quelque chose et présenter quelque chose d'inédit quoi sur le festival. Donc là il y a quatre projets de Versus et Chipaus et Fnac, Nautilus Albinoïde, Bredel Garce Trottoir et Yann Cofield et Flushmod. Ces 4 projets-là, ils ont des résidences en fait, de travail en amont pour pouvoir présenter leurs shows sur le Pelpas Festival. Quoi. Cette année, le Pelpas propose des résidences pour les projets Versus, avec l'espace Django, le Préau et les studios Mascaron. Les artistes seront accompagnés en amont pour un temps de création. Ainsi, le Pelpas Festival reste fidèle à sa ligne de conduite, développer les créations locales. Tout de suite, l'image du jour d'Olivier Anne. Bien sûr, certaines ululent, mais d'autres bubulent, frouent ou tutubent. Si vous voulez tout savoir sur les chouettes, rendez-vous le vendredi 1er mars à 19h devant la mairie de Stutzelbronn, dans le parc régional naturel des Vosges du Nord. Ce sera la 13e édition de la Nuit de la Chouette, qui ne se déroule que tous les 2 ans. Une soirée conviviale autour de jeux et d'un chouette apéro pour découvrir ces rapaces nocturnes. Une soirée suivie d'une sortie pédestre à l'affût des cris des oiseaux. La soirée est gratuite, prévoyez de bonnes chaussures et une tenue adaptée à la météo, ainsi qu'une lampe de poche. Une belle sortie, vous la ferez Camille, cette petite sortie? J'espère, si je peux. Voilà, pour voir nos petites chouettes. Ça sera chouette. Merci Camille. Place au plateau avec Mathieu Chanvillard, Valérie Zago, Christelle Laureau. Venez nous rejoindre, meilleur ouvrier de France en fromagerie, ainsi que le chanteur et éducateur spécialisé Cyril et Alicia du collectif Strass. On est ravis tous de vous accueillir, des belles pépites, des belles surprises. Encore une fois, ce soir, ça se passe en direct. Et tout cela, c'est juste après la météo. Le Salon des vins et vignerons indépendants, c'est le vignoble au cœur de vos villes, à Strasbourg-Vacannes du 22 au 25 février. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace Vin. Eh bien, c'est une journée de vendredi très agréable. On commence avec votre matinée. Alors certes, beaucoup plus de nuages du côté de Wissembourg ou encore du nord jusqu'au centre de la région du Bade-Wurtemberg. Partout ailleurs, alternance entre éclaircies et passages nuageux. Les valeurs de votre matinée, eh bien globalement, il fera 2 degrés, sauf si vous êtes près de Saverne avec un petit 3 degrés. L'après-midi, eh bien des nuages et de belles éclaircies tout de même. Et les valeurs dans l'après-midi, il fera 12 degrés sur l'ensemble du Bas-Rhin, 13 degrés dans le Haut-Rhin en passant par Pratteln et 12 degrés sur l'ensemble de la région du Bade-Wurtemberg. Votre journée de samedi, sous le soleil et des valeurs qui iront dans l'après-midi jusqu'à 14 degrés, notamment en Alsace. En ce vendredi, eh bien, bonne fête à toutes les Isabelles. Le soleil se lèvera à 7h24 pour nous dire au revoir à 18h. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace Vin et à demain.
Le Salon des vins et vignerons indépendants, c'est le vignoble au cœur de Vauville, à Strasbourg-Vacannes du 22 au 25 février. Et sur le plateau, regardez cette femme, elle est MOF. Elle s'appelle Christelle Laureau, meilleur ouvrier de France. Ça se dit pas au féminin, c'est pas meilleureux pour l'instant. Meilleur ouvrier de France en fromagerie, aventure exceptionnelle, puisqu'on connaît bien Cyril Laureau, votre mari, en 2007, il était MOF. En 2019, vous êtes MOF, meilleur ouvrier de France à votre tour. Bientôt les cocardes, bientôt le bleu, blanc, rouge. Oui, après le 13 mai, une fois que ça sera validé, tous les concours de meilleur ouvrier de France, eh bien, je pourrais mettre enfin la blouse bleu, blanc, rouge, la médaille. Et... Ça va faire du bien, ça. Oui, un peu, oui. Comment ça après s'est fait, 8 cette ans. aventure en 2019 Alors, comment ça s'est fait? Déjà, troisième fois que je passais le concours, troisième fois en finale. Donc, c'est pour ça 8 ans de travail. De cette magnifique maison Laureau. Voilà, c'est vrai, hein. Merci. Et 8 ans de travail. Et là, la dernière édition s'est passée de façon un peu particulière parce qu'il y a eu beaucoup de choses au niveau de la classe fromager. On a failli pas avoir de concours et il y a eu changement de présidence. Et ce qui fait que ça a un peu tardé et c'est pour ça que c'est si tard le concours. Alors ce concours, on va le détailler, hein, c'est tout chaud, hein, c'était dimanche 17 et lundi 18. Regardez l'œuvre magistrale sur ces photos que nous a transmis voilà, votre époux Cyril Laureau. Explication, alors ça s'est pris évidemment de haut, c'est un travail que vous devez faire. Qu'est-ce qu'on vous demande précisément ? Alors là, le sujet, c'était forme et couleur. J'avais 4 tables à remplir de 90 par 90, hauteur maximum de 90, 50 fromages minimum, 25 obligatoires dans les AOP et les IGP. Et ensuite, je choisissais ce que je voulais, mais je pouvais aller au-delà de 50 fromages. Là, j'avais mis 56 fromages exactement. Comment on prépare ça? Comment on peut s'entraîner? Alors c'est votre métier au quotidien depuis Oui. longtemps, mais on se prépare d'une certaine manière pour ce Alors concours. la partie théorique, on doit tout savoir de l'herbe à l'assiette, vraiment connaître le produit sur le bout des ongles, savoir comment le traiter, l'affiner, connaître toute la filière. Ensuite, il y a toute la pratique, le découpage. Bon, moi j'ai 29 ans de métier, donc ça c'est un petit peu mon travail de tous les jours, ainsi que les soigner. Et puis ensuite, il y a la dégustation. Alors, la dégustation, c'est un peu aléatoire selon les saisons, selon les producteurs, et c'est presque un petit peu de chance. C'est à l'aveugle, exactement. On voit comme le fromage, non? On le voit pas du tout, du coup, c'est à l'aveugle. On le voit, mais bon, je te sers 6 chabichous différents sans la croûte, tu sors pas 6 fois du chabichou. Mais bon, ça fait partie du jeu et de l'expérience, et c'est ce qui est intéressant. Alors, on a une petite vidéo, alors c'est fait à l'iPhone, hein, c'est fait au téléphone portable, je ne sais pas si on peut l'avoir en régie, c'est filmé par votre chérie, c'est vu de haut, ce qu'on est en train de découvrir, et on voit qu'il y a un petit, que ça tourne en fait, il y a tout en bas, on voit sur le carré jaune, ça tourne, c'est quoi en fait? C'est un mandala, en fait, j'ai voulu exprimer le fromage différemment, d'ailleurs les 4 tables sont vraiment différentes. J'ai amené 2 tables traditionnelles qui est le comté en vrille et les pointes de diamant. C'est vraiment le traditionnel de notre métier, tout au fil. Et après 2 tables, je dirais, provocatrices parce que j'ai fait un hamburger et j'ai fait une pièce montée en fromage. Un burger au fromage. On Oui, prend un risque exactement. quand on casse un peu les codes. classiques. Non, c'est pas les classiques. C'est qu'en fait, dans le fast-food, on veut bien manger. Alors, regardez cette photo, la découpe est tout à fait exceptionnelle, ces petites pointes. Comme c'est ce qu'on appelle les pointes de diamant, et c'est ça, tout coupé au fil. Ouais. Des petites pyramides, là. Exactement. Et c'est coupé au fil, il faut que ce soit parfait. Il faut... c'est le principe du meilleur ouvrier de France, il faut que ce soit parfait. D'accord, on peut s'y reprendre, on coupe à plusieurs reprises, on met Non, le morceau une seule parfait. fois. Ah oui, d'accord. Une seule fois. Surtout que, bon, là, j'ai perdu un peu de temps sur la finale. Au bout de des heures, j'avais fait que 2 tables et il me restait plus qu'1 heure pour faire la dernière table. Et là, j'avais l'impression que j'étais Speedy Gonzalez sur des tables. Et Cyril était derrière la vitre et je crois qu'il a perdu 5 kilos en 1 heure. Ça se joue sur quoi? Ça se joue sur quoi, Christelle, ce concours? Parce que vous êtes plusieurs fromagers, à peu près tous le même niveau, faut le dire. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est tout réuni. Bon, déjà l'expérience. Nous sommes 2 fromagers de grande expérience qui ont été élus cette année. Et puis ensuite, il y a un petit peu de chance, il y a un petit peu
de savoir-faire. Ouais, je dirais que tout est réuni. Il n'y a pas que l'œuvre, hein, parce que ça, c'est la partie visible. Mais il y a le grand oral qui a eu lieu le dimanche. Et bon, là, ça se joue quand même à beaucoup de... Grand oral, oui. Faut tout connaître. Non, pas du tout. Le grand oral, sans préparation, j'ai ouvert une boîte, ça s'appelait le masterclass, et j'avais à commenter un fromage sans interaction avec les juges pendant 20 minutes. Et là, tu ouvres, tu as 3 charolais, et tu te sens très seul dans la prairie. Tu te dis, il faut que je parle pendant 20 minutes du charolais. Et vous l'avez fait? Et je l'ai fait, et bon, voilà, ça a fonctionné, vu que je suis meilleur ouvrier de France. Qu'est-ce que ça va changer, ce titre d'être l'un des meilleurs ouvriers de fer? Alors, on peut porter le col, effectivement, bleu, blanc, rouge, mais c'est déjà votre métier, vous avez déjà une belle boutique à Strasbourg. Ça change quelque chose dans le métier au quotidien, ou c'est surtout une reconnaissance? Quand elle rentre le soir dans le lit de son chéri, elle dit « Hey, il n'y a pas un mof à la maison, il y en a 2 maintenant. Hein. » C'est ça que ça change. Ça, on aussi. me l'a déjà dit. Non, qu'est-ce que ça va changer? Je suis pas sûre que ça va vraiment changer quelque chose dans notre maison, mais c'est surtout passer à une autre vie de mon métier au bout de 29 ans. Et puis, cette phase de concours depuis 12 ans avec le concours de Cyril, c'est passer à une autre vie et exprimer mon métier d'une façon différente. Et puis pour les enfants, parce qu'elles, elles ont vécu 12 ans de concours chez les parents. Et je peux vous assurer que c'est pas toujours facile. Elles vont dire enfin avoir une maman normale. Voilà, Alicia, vous avez vu l'excellence de ce travail. Voilà, c'est à peu près la même chose que vous avez fait sur votre clip. C'était aussi excellent. Oui. Voilà, on en parlera, ça sera à suivre avec Cyril, qui n'a rien à voir avec le maître fromager que vous avez épousé. Hein. Cyril est éducateur spécialisé à ses côtés. Voilà, tout le monde reste avec nous. Le jeudi, ce sont les humeurs de Mathieu Chanvillard. Alors, en l'espace de 10 jours, 2 grandes personnalités nous ont quittés. A priori, aucun point commun entre Karl Lagerfeld et Tommy Ungerer. Bon, et pourtant, alors ils nous ont quittés quasiment au même âge, mais on n'est pas très sûr parce que Karl Lagerfeld, lui, il n'a jamais voulu dire exactement sa date de naissance et l'âge qu'il avait. C'est une forme de coquetterie un petit peu. Ils en avaient tous les deux un petit peu des coquetteries parce que ils utilisaient déjà pas leur vrai prénom. Hein. Karl Lagerfeld, son vrai prénom c'est Karl Otto Lagerfeld. Et puis Tommy, c'était pas son vrai prénom non plus. Hein. Il s'appelait Jean-Thomas Ungerer, mais ça marche quand même. Alors au rayon point commun, bon, il y a des faciles. Hein. Ils avaient forcément un petit peu âgés, des cheveux blancs et des lunettes noires. Ça c'est simple. Au niveau mode, gilet jaune pour l'un, écharpe rose pour l'autre. Bon, c'est pas une grande différence. Lagerfeld était plutôt mitaine, hein, vous le savez, plutôt croque-mitaine pour Tommy Ungerer. L'un était plutôt catogan et l'autre plutôt cathédrale, mais ça fait pas une grande différence non plus. Et surtout le premier dessinait des vêtements pour habiller les femmes. Tommy Ungerer, lui, préférait les déshabiller en dessin et puis en vrai aussi d'ailleurs, on peut le dire maintenant. Alors, ce qu'il partageait surtout, c'est un goût pour les animaux. Alors, Tommy Ungerer, on le sait, hein, lui, il a dessiné plein d'animaux, des éléphants, des chats, des chiens, des pieuvres, tout et n'importe quoi ou presque. Karl Lagerfeld, lui, il aimait surtout les chats. Enfin, il aimait un chat. Enfin, il aimait son chat, surtout. Alors, moi, je n'avais jamais entendu parler du chat de Karl Lagerfeld. Alors, c'est une star. Ce qui est très étonnant, ouais, c'est que son chat, en l'occurrence une chatte, elle s'appelle Choupette. Non, sérieusement, Choupette, quoi. Le mec, c'est un génie créatif qui a révolutionné la mode, il créait, il dessinait. Et son chat s'appelle Choupette, c'est quand même le nom le plus dépourvu d'imagination et de créativité. Juste après Minette, il aurait pu... Non mais Choupette, sans déconner, c'est pas vraiment un nom. Alors c'est une vraie star, hein. J'ai découvert, moi je connaissais pas du tout Choupette, elle a un compte Instagram par exemple, Choupette, elle met ses photos, tout ça. Elle a un site internet, et alors elle est très intelligente Choupette parce qu'elle écrit des trucs, hein. Elle raconte sa vie, ses émotions, là sur la disparition de son maître et tout. Bon, elle est très intelligente, ou alors peut-être qu'il y a un humain qui écrit pour elle derrière. Mais en même temps, c'est ça les stars, hein, c'est d'avoir quelqu'un qui fait le boulot pour vous derrière. Elle a même une page Wikipédia, Choupette, où on peut apprendre sa vraie date de naissance au jour près. Étrange ce monde quand même, où on ne trouve pas la date de naissance de son maître, mais on a celui du chat. Mais bon, parfois il y a des choses un petit peu étonnantes. Et puis surtout, vous avez vu, apparemment, Karl Lagerfeld aurait fait de Choupette son héritière. Alors ça, c'est quand même assez incroyable, c'est elle qui pourrait hériter de son argent, de sa fortune. Alors ce chat, on va revoir, c'est un sacré de Birmanie, hein, c'est la race. Alors on les distingue parce que les sacrés de Birmanie, ils ont des petits gants blancs, comme des mitaines, comme son maître. C'est incroyable au bout des pattes. Et les sacrés de Birmanie, alors c'est étonnant parce que ce chat, on avait le chat botté, là c'est le chat blindé du coup, hein, elle est riche à millions. Et puis ça ferait un sacré birman qui aurait des millions, alors que le salaire moyen en Birmanie des vrais humains birmans, eux, est de 80 €. Ça manque pas d'ironie non plus. Bref, une sacrée histoire d'héritage en perspective, parce qu'en France, on ne peut pas faire hériter ces animaux, mais bon, il y a peut-être des pirouettes.
Tommy Ungerer, lui pour le coup, il avait été moins original. Hein. Lui, il avait partagé, il aurait pu tout donner à un de ses personnages. Un Jean de la Lune, ça aurait été drôle. Non, il a choisi de partager, hein. Il a donné la moitié de ses dessins au musée de Strasbourg, et même ses cendres, il a partagé, hein, moitié de ses cendres en Irlande, moitié en Alsace. C'est plutôt bien fait. Il n'a pas donné aux 3 brigands, c'est ce que vous voulez dire, Tom Ungerer. Ça aurait été drôle aussi. Ouais. Autre info pour finir. Hein. Rien à voir, on va parler des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Et alors je suis très très déçu aujourd'hui. Mauvaise nouvelle pour le sport alsacien, parce que Paris 2024 a présenté aujourd'hui 4 sports qui pourraient rentrer au JO dans 5 ans. Donc il y a le breakdance, alors ça c'est pour vous les jeunes, peut-être que vous pourrez candidater. Il y aura l'escalade, il y aura le surf. Je ne sais pas où on fera les compétitions de surf à Paris, hein, sur la Seine peut-être. Mais pareil, ça c'est encore une discipline où les Alsaciens sont pas géniaux. Et il y aura peut-être le skateboard, qui est officiellement donc proposé par Paris 2024. Alors en skateboard, bon, moi je mise une petite pièce sur Valérie Zago, hein, qui est la reine du frontside 180 dans les rues de Colmar sur sa planche, mais tout ça quand même en termes de médailles en 2024, ça me paraît un peu difficile pour le sport alsacien, alors que toute l'Alsace espérait que le billard allait rentrer aux Jeux Olympiques, le billard qui avait officiellement candidaté pour rentrer, et là on avait un crack absolu qui nous aurait rapporté des médailles à coup sûr. Il s'appelle Florian Kohler, il doit être très déçu ce soir. C'est un véritable champion, une véritable star du billard, c'est une star mondiale, il est plusieurs fois champion du monde. Regardez ce qu'il fait, c'est incroyable. Ses vidéos totalisent 1 milliard de vues sur internet. Non. Il est double champion du monde, il a inventé plus de 1000 coups. Et ben voilà, pas de billard au JO 2024, c'est une bien triste nouvelle avec lui, c'était la médaille d'or assurée. Adieu Karl, adieu Tommy et adieu le billard. Merci beaucoup Mathieu. Breakdance, Alicia, vous faites du breakdance? Non, vous dansez un petit peu? Non. Non plus, vous avez dansé dans le clip qu'on va voir. Hein. Oui. Voilà. Vous avez 5 ans pour vous y mettre pour les Jeux Olympiques. Voilà. Cyril, on parle de ce titre que vous avez composé, un vrai travail d'équipe avec les apprentis d'Auteuil, juste après ça. Et retour sur le plateau de 24 ans d'Alsace avec nos 2 invités. Alicia, chanteuse, que vous allez découvrir dans quelques instants du collectif Strass, et Cyril Puccio, que vous connaissez comme Sir Hill, comme chanteur voilà, très connu ici en Alsace, et éducateur spécialisé dans la vie aux apprentis d'Auteuil. Vous vous êtes engagé dans un projet musical qui est très intéressant. On va le découvrir dans quelques instants avec des jeunes filles qui sont en foyer aux apprentis d'Auteuil. Qu'est-ce qui vous a décidé de faire ce projet avec pas mal de filles, et notamment Alicia? Alors l'idée était double en fait, il y avait un objectif artistique de mise à disposition de mon réseau dans la musique pour qu'elle puisse avoir accès à des moyens professionnels dans la réalisation d'un titre, pour découvrir ce que c'est finalement réaliser, écrire un titre et en faire un clip. Et le deuxième objectif, c'était aussi qu'elles puissent s'exprimer finalement, ces 11 jeunes filles des apprentis d'Auteuil, sur leur vécu, sur leur histoire, leurs espoirs, et peut-être arriver à changer quelques mentalités sur les jeunes filles placées en foyer. Alicia, on va voir le clip dans un instant. On rappelle votre âge, vous avez 15 ans? Oui. Voilà. En quoi vous avez participé, vous, sur la musique, les textes, sur ce projet? J'ai tout fait. J'ai aidé à la composition de la musique. J'ai été au studio et j'ai fait le clip. Quand Cyril, qui est votre éducateur spécialisé, en tout cas aux apprentis d'Auteuil, est venu en vous disant « Les filles, j'ai un projet, on va faire un morceau », comment ça a été perçu par les filles? Au début, ils étaient un petit peu... Ils ne savaient pas trop. Mais après, pratiquement tout le monde a dit qu'il voulait le faire. On peut rappeler les apprentis d'Auteuil, quel genre de structure c'est? Qu'est-ce qu'on y fait? Qui est-ce qu'on y trouve? Des enfants en difficulté... Enfin non, des enfants qui ont des parents en difficulté et des éducateurs. Et les éducateurs. Moi, ce que je vous propose, c'est de découvrir de suite « Je vise le haut ». J'adore le titre parce que c'est plein d'ambition. Et musicalement, franchement, c'est bien foutu, regardez. Aujourd'hui, je ne suis qu'une enfant. Et c'est ensemble que l'on grandit. Alors que je n'avais que 5 ans, on m'a éloigné de ma famille. Un grand changement dans ma vie. Au début, ce n'était pas facile de vivre en communauté. J'avais peur, je n'étais pas tranquille. Mais maintenant, je me suis fait
Voilà, on vient de vous voir, Alicia, chanter. C'est un morceau collectif où tout le monde a mis un petit peu son écho dans tout cela. C'est quoi le message que vous souhaitiez faire passer On voulait dire que c'est pas parce qu'on était placé dans un foyer qu'on n'était pas comme les autres enfants. On est pareil. Bah ouais, il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais. C'était important de le dire Oui. et de le faire passer. Oui. Comment ça s'est passé la composition, Cyril? Parce qu'on reconnaît la patte, on reconnaît un peu le groove de Sir Hill. La guitare, c'est moi, effectivement. Après, on a travaillé collectivement, même avec une équipe, un beatmaker, donc Thibaut Benz, Vincent qui a fait le clip, etc. On a des vieux arts qui a grandement mené ce projet à bien aussi. On a commencé par composer ce titre en guitare-voix. Et l'instrumental est venu plus tard. C'est vraiment un apprentissage finalement de savoir poser sa voix sur d'abord une guitare et ensuite arriver à le faire sur une instrumentale, puis aller en studio avec des vraies exigences. Pros, les filles, on est d'accord. Non, du tout. Et ça a été à chaque fois des décisions démocratiques, on va dire, parce qu'elles ont choisi collectivement qui allait porter la chanson avec leur voix principalement, Béatricia et Léa qui portent un peu les couplets et les refrains sont collectifs. Et l'idée c'était d'avoir des vraies exigences pour que le résultat soit à la mesure à un moment donné d'une vraie valorisation, qu'elles puissent être fières de ce qu'elles ont fait, et elles peuvent l'être. Et voilà, donc le studio est une vraie exigence, la réalisation d'un clip aussi, la scénarisation d'un clip aussi, et ça nous a pris 1 an en tout pour arriver à ce résultat-là. Qu'est-ce que ça a engendré, Alicia, comme motivation, comme émulation entre les jeunes, entre les filles? Rien de spécial. Parce que vous avez des notions de musique l'une ou l'autre, ou pas du tout? Est-ce que Cyril vous a dit, attendez, parce que tout à l'heure au maquillage, je t'ai dit, Alicia, combien de temps ça a duré ce projet? Tu m'as dit 2 mois. Et Cyril a dit, attends, tu rigoles, c'est pas 2 mois, c'est 1 an. Comment ça se fait que tu dis 2 mois? C'est pour toi, ça a été une parenthèse si courte et si intense? Oui, c'est passé vite pour moi. Qu'est-ce qui a été le plus dur là-dedans? C'est le clip? C'est l'enregistrement studio? La composition pour moi, la composition de la musique. Ça veut dire quoi la composition de la musique? Qu'est-ce que tu as fait quand tu dis composition de la musique? Quand on a dit les paroles, quand on a créé les paroles de la musique. Le texte? Oui. C'est vous qui l'avez écrit? Toutes les filles ensemble. Tout ensemble. Oui. S'il y avait une fille qui avait pas une belle voix, comment t'aurais fait, Cyril? C'est la question. Après, il y a des moyens techniques qui permettent d'ajuster les voix aujourd'hui en studio, mais on a eu la chance d'avoir 2 jeunes qui avaient un réel talent en fait. Et après, ce qui est bien, c'est qu'elles ont toutes un talent différent et qu'elles le portent bien. Il y en a qui étaient plus sur l'aspect technique, d'autres qui étaient plus dans le chant, d'autres plus dans... Voilà, il y avait à chacun un rôle qui se dessinait. Chacune avait un rôle qui s'est dessiné au fur et à mesure du projet. Ça permet de casser les clichés sur les filles en foyer, Alicia? Je pense, oui. Tu l'as fait écouter à des gens autour qui ne sont pas en foyer? Qu'est-ce que ces personnes t'ont dit? Toutes les personnes à qui j'ai montré, ils m'ont dit que c'était très bien. T'en es fier, Oui. Et les autres? J'ai pas eu de mauvais retours. Cyril, c'est un projet qui rentre vraiment dans la partie pédagogique des apprentis d'Auteuil, ou c'est presque un projet qui va un petit peu au-delà, qui n'est pas forcément prévu dans le cadre au départ? Alors, c'est quelque chose qui se superpose, on va dire, au quotidien qu'on partage avec les jeunes dans l'accompagnement, mais ça rentre clairement dans les lignes défendues par les apprentis d'Auteuil, qui sont redonner la confiance dans les jeunes, avoir des gens qui les soutiennent, les valoriser. Pour moi, c'est pile poil dedans, et c'est pour ça que ça a été soutenu aussi par ma direction, et que ça a pu... avoir ce visage-là aujourd'hui, clairement. Voilà. Ça change le regard des gens sur les gens au foyer, ça change aussi le regard que les jeunes ont sur eux-mêmes quelque part. On se met en avant, on se valorise, on a fait quelque chose. Je l'espère vraiment. Alors pour moi, le résultat, il est là, et effectivement, je pense que dans ce qu'elles m'en disent aujourd'hui, les jeunes, et les retours positifs qu'elles peuvent avoir dans leur entourage ou au collège, au lycée, etc. Ça a toujours été très positif. Donc je pense que ça amène une valorisation de soi qui est là en tout cas. Voilà, musique, on écoute quelques secondes. Puisqu'il le faut, je vise haut, je ne baisserai jamais les bras, il y aura toujours quelqu'un pour moi, même si ma famille est là-bas. Voilà la morale de cette histoire, de baisser jamais les bras. Voilà, et il faut viser au plein de bonnes choses à vous, Alicia. Bravo, Cyril, Merci. pour ce super boulot. On passe complètement à autre chose, parce qu'il y aura même un petit quiz et tout le monde va y participer. Place à Apicurien.
Au sommaire, ce soir, nous allons parler d'arômes, d'odeurs. Nous ferons même un petit quiz sur les parfums du vin d'Alsace et on finira par mon coup de cœur, un Altenberg de Bergame de la maison Gustave Lorenz. Valérie, on parle d'arômes ou d'odeurs? Les deux, en fait. Odeur, c'est plus spécifique au nez par flairage direct, donc passage furtif, alors que les arômes, c'est plutôt par la bouche, par rétro-olfaction. Rétro-olfaction, c'est Kezako? Il s'agit en fait d'identifier les arômes de bouche par voie rétronasale, c'est-à-dire le passage que vous avez entre la bouche et le nez. Pour ce faire, très simple, vous passez le vin en bouche et vous laissez passer un peu d'air afin de continuer à sentir. L'avantage de cette méthode, c'est que lorsque le vin va passer en bouche, il va se réchauffer. Donc il y a des molécules volatiles qui vont être beaucoup plus prédominantes, alors que par flairage direct, des fois, on les laisse passer. Alors vous m'avez dit qu'il existe 3 catégories d'odeurs. Oui, alors les arômes primaires, qui sont des arômes variétaux, donc issus du raisin et du cépage, donc caractéristiques du cépage. Et ensuite, il y a 2 groupes dans ces arômes variétaux. Il y a les libres de rang et les précurseurs d'arômes. Un peu technique, je vais essayer d'expliquer tout ça. Donc, par exemple, si on prend le pinot noir et le chardonnay, ce sont des arômes variétaux, mais précurseurs d'arômes. C'est-à-dire que le mou, lui, il est inodore. Donc, on a besoin des levures pour avoir des molécules volatiles qui vont être créées. Par contre, si je prends 2 autres cépages alsaciens, qui sont le muscat et le gewürztraminer, eux sont des aromatiques. Et en fait, le cépage en lui-même, le raisin, est déjà odorant de manière naturelle. Il n'a pas besoin de levure pour pouvoir mettre les molécules en volatile. Voilà, pour les odeurs. Ça, c'est les arômes primaires. Ensuite, les arômes secondaires. Les arômes secondaires, eux, sont créés par l'action des levures, mais aussi des bactéries, lors des vinifications, en fait, des fermentations. Donc, par exemple, vous avez les fermentations malolactiques, qui est la deuxième fermentation dans le vin, toujours un peu technique, mais j'essaie d'expliquer un maximum. Vous avez des arômes de beurre et de lait qui vont apparaître, donc ça permet de savoir si un vin a fait sa deuxième fermentation. Ensuite, il y a les arômes tertiaires, qui sont des arômes d'élevage et de vieillissement. D'élevage, par exemple, ça peut être des notes empyromatiques, notamment de cacao, de café, qui sont dues en fait au passage en fût. Voilà. Ça, c'est les odeurs tertiaires. Ça, c'est les odeurs tertiaires. Et ces odeurs, du coup, sont naturelles. Sont totalement naturelles. On rajoute absolument aucun arôme artificiel dans le vin. Par contre, ce que l'on peut utiliser, c'est des levures, certaines souches de levures qui vont prédominer certains types d'arômes. Également le bois, comme on le précisait, qui n'est pas naturel, mais qui permettent de contenir le vin, qui peut apporter des arômes complémentaires. Et du coup, vous nous avez ramené ça, Alicia, Cyril, Christelle, on a tout ça. Chacun a une petite fiole. On ouvre? Alors, vous pouvez ouvrir. Je vous laisse humer. C'est le petit jeu. Voilà, chacun a un arôme, on va dire, majoritaire dans un type de cépage alsacien. Alors, Alexia, c'est le muscat. Donc, qu'est-ce que ça? Pour Christelle, c'est le gewürztraminer. Alors, c'est pas le gewürztraminer, c'est un arôme du gewürztraminer qu'on doit... Quand tu le sens, Christelle, le prédominant. Ça sent le gewürztraminer? Non, c'est pas le gewürztraminer, c'est un des arômes que l'on pourrait retrouver dans le gewürztraminer. Moi, il y a presque un côté citronnelle dans le mien. Je me trompe? Riesling. Riesling. Donc, c'est le citron, bravo. Ouais. Cyril? Pour Cyril, c'est le pinot gris. Il faut le trouver. Donc, l'arôme principal du pinot gris. Et pour Mathieu, c'est la bière. Le pinot noir. C'est pour ça que lui, il a une petite fiole colorée. 4 fromages, non? Cassis. Alors, il y a beaucoup de fleurs. Le mien, il est très floral. Ouais, c'est exactement ça. Il y a une fleur. Quand on parle et Alicia, elle avait quoi, Alicia? Alors, Alexia, c'est pour le muscat, en fait. Petit muscat. Et en fait, c'est la seule qui a vraiment le fruit, parce que le muscat est un fruit, le raisin, et donc ça sent le raisin. Voilà, notre petit muscat ce soir en plateau. C'est une idée. Vous êtes bien, vous êtes dans la fleur. Ouais, mais c'est pas celle qui pousse qu'au mois de mai. Comment elle s'appelle celle-ci? En plus, c'est une de mes fleurs préférées. Non. Tu sais? Non. Il y a un nom particulier qu'elle a? Non. De fleurs? Non. Non? C'est un des arômes qu'il y a dans le gewürztraminer. Ah ouais. Que vous pourrez mettre dans certains fromages que vous faites. Après, ça reste des arômes. Et pour Cyril... Ça me rappelle quelque chose, mais... C'est compliqué de mettre souvent un nom parce sur une autre. Il y a un peu la violette. Il y a un côté orangé, un peu comme ça. C'est pas loin, parce que c'est tu veux sentir? C'est l'ananas. C'est impressionnant. Ah voilà, l'ananas, c'est quoi? C'est l'ananas. Alors, pour Christelle, c'est la rose. La rose? Voilà. Alors... Ah oui. Vraiment. Genre le mec qu'on offre tout le temps. Non, attends. Non, c'est toujours très compliqué de mettre un nom sur une odeur. Il faut s'entraîner, tout simplement. Voilà. Donc ces petites fioles permettent de s'entraîner à sentir les arômes du vin. Je vous donne juste 30 secondes pour le vin, vraiment. Alors, pas plus. 30 secondes. Alors, nous sommes sur un Riesling Lattenberg de Bergame, sur un 2013, Riesling superbe, avec un nez très ouvert sur des notes salines, classique d'un Riesling de Lattenberg. En bouche, on est sur des agrumes avec des amers très nobles, avec une belle acidité, une attaque franche, un vin pur, cristallin, très jolie bouteille, potentiel de garde remarquable, entre plus de 20 ans.
Et si vous voulez le consommer dès à présent, carafage oblige, même si c'est un vin blanc. J'ai fait court. Exactement. Et sinon, pour le plus simple, c'est d'aller encore sur Apicurien et vous allez avoir toutes les infos. Le retrouver, sachant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Merci notre MOF. Merci Cristal Laureau. Bravo à vous. Vous avez été top. 2 MOF chez les Laureau. Cyril, Alicia, bonne continuation dans ce projet exceptionnel. Merci Valérie Zago. Merci Mathieu Chanvillard. Retour à présent sur le magazine du logement et de l'habitat avec la CIBAR. Et vous allez voir que la société immobilière du Bas-Rhin, on peut faire carrière à l'image de Marine. Cette jeune femme est rentrée il y a 2 ans. Elle était agent d'entretien. Aujourd'hui, elle est gestionnaire d'immeubles. Moi, je vous dis à demain 19h. Salut. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20 pour une nouvelle édition du magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la CIBAR. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de Marine. Elle est gestionnaire d'immeubles, mais elle n'a pas toujours été gestionnaire d'immeubles lorsqu'elle est arrivée à la CIBAR il y a presque 2 ans. Venez avec moi. Je me trouve maintenant avec Marine. Bonjour Marine. Bonjour. Alors Marine, vous êtes arrivée à la CIBAR il y a quelques temps, maintenant il y a 2 ans et demi à peu près. À peu près, oui. Et vous étiez au départ femme d'entretien. Voilà. Vous occupiez de l'entretien des immeubles. Exactement, oui. Et entre-temps, il y a eu une évolution, il y en a eu même 2. Il y en a même 2, oui. Parce que vous êtes maintenant gestionnaire d'immeubles, c'est ça? C'est ça, oui, depuis le 1er février. Oui. Alors racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé, parce qu'on arrive à la CIBAR, 3 mois après, on signe un autre contrat, on devient assistante, on devient gestionnaire. Comment c'est possible et comment ça s'est passé exactement? En fait, j'avais une connaissance qui avait une entreprise de nettoyage qui travaillait pour la CIBAR. Donc, je lui ai demandé s'il pouvait me prendre en tant que femme de ménage. Donc, j'ai travaillé pour eux pendant 3 mois. Et j'ai été repérée par le responsable du service entretien courant, Marc Lopstein. Monsieur Marc Lopstein, qui m'a fait venir en fait ici au siège et qui m'a fait passer un entretien pour devenir assistante du gestionnaire d'immeuble. 3 mois après. 3 mois après, oui. Et du coup, comment vous avez pris la chose? Est-ce que vous avez été surprise? Est-ce que vous aviez envie? Je m'y attendais pas. D'accord. Je m'y attendais pas, je connaissais pas non plus le métier. Après, auparavant, j'avais déjà fait de la bureautique, donc j'avais quand même des connaissances. Et bon, ça m'a plu. Ça m'a fait plaisir déjà qu'on m'ait repéré et qu'on me demande si ça m'intéressait. Et oui, j'ai accroché, comme dit, c'était bien. Et donc, au fur et à mesure, vous avez eu des formations. Est-ce qu'on vous a apporté sur d'autres choses? Est-ce que vous connaissiez déjà aussi un petit peu le métier? Comment ça s'est passé un petit peu? Quand je suis arrivée au mois de novembre 2016, j'ai tout de suite été formée par Séverine Ferbar. Oui. Et donc, elle m'a expliqué comment ça se passe, le métier d'assistante. On m'a après mis avec un gestionnaire d'immeuble. Et en fait, Monsieur Marty a dû s'absenter pendant quelques mois. Et donc, je l'ai remplacé. J'ai fait son rôle de gestionnaire avec les autres gestionnaires d'immeubles. Et ça m'a plu. C'est ça qui vous a formé aussi. C'est ça qui m'a formé. Voilà, j'ai pas eu vraiment le choix. Ouais. Et c'est quand même un autre métier aussi, parce que du coup, on prend des responsabilités. C'est autre chose. On prend des décisions, chose que l'assistante, normalement, ne fait pas. Et ça m'a plu. Mais ça consiste en quoi, clairement? Quel est votre quotidien, un peu de quoi vous vous occupez? C'est comme les autres gestionnaires, c'est-à-dire que tous les matins, on réceptionne les plaintes des locataires, on regarde de quoi il s'agit et après, on prend la décision de soit, si on a un gardien sur place, envoyer d'abord le gardien pour soit réparer s'il le peut, ou soit nous faire vraiment un compte-rendu, quel est vraiment le problème, est-ce qu'il faut envoyer une entreprise, est-ce qu'on peut réparer nous-mêmes. Aller voir ce qu'il y a à faire sur place, voilà, en fait. Exactement. Et donc après, en fonction du retour, on envoie une entreprise ou pas. On prévient toujours le locataire aussi, que ce soit il y a un agent qui va venir ou il y a une entreprise. Et puis on clôture le PL une fois qu'il est fini, qu'on est sûr qu'il n'y a plus de problème. Alors vous êtes la seule femme gestionnaire d'immeubles ici à la CIBAR? Pour le moment, oui. Alors j'imagine qu'on se sent un peu privilégiée aussi, parce que c'est quand même un métier à responsabilité. Ah oui. Et vous avez que des hommes sous vos ordres. Oui,
C'est vrai. Comment est-ce que vous gérez ça? C'est pas forcément évident de se faire entendre, de se faire écouter. C'est pas toujours facile, d'un côté comme de l'autre. Non, ça va. À ce niveau-là, j'ai de la chance. En fait, j'ai eu la chance de pouvoir garder les gardiens avec qui j'avais travaillé en tant qu'assistante. Donc, je les connais bien. C'est même eux qui m'ont poussée à postuler en tant que gestionnaire d'immeuble. D'accord. Ils m'ont encouragée. Ils m'ont même demandé si j'avais la possibilité de les garder par la suite si je passais gestionnaire d'immeuble. Donc, il n'y a pas de souci avec eux. Ça se passe très bien. Donc du coup, j'imagine que vous êtes aussi reconnaissante par rapport au fait qu'ils vous aient porté pour prendre ce poste-là. Ah oui, je remercie, effectivement, je remercie tout le monde, hein, tous les gens qui m'ont encouragée, qui m'ont dit qu'il faut que j'y aille, que je fonce. Ouais, c'est quand même grâce à eux, je pense que je suis ici. D'accord. Alors vous gérez notamment, vous avez sous vos ordres, si on peut appeler ça comme ça, c'est pas péjoratif du tout pour eux. Émile, qu'on a déjà vu, dont on a déjà fait le portrait, il est concierge notamment à Königshofen, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui est-ce que vous avez encore? Alors j'ai Jean-Baptiste Malésia qui est sur le secteur rue de Rusus. J'ai Jean-Christophe Gagnadou qui est plutôt Cronenbourg. D'accord. Et j'ai encore Romas. Qu'on a déjà vu aussi. Voilà, qui s'occupe de beaucoup de Lingolsheim. D'accord, que nous avons déjà vu lorsqu'on a fait le portrait de Jean, qui est notamment aussi gestionnaire d'immeuble, c'est ça? Tout à fait. Oui. D'accord. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait avoir comme qualité pour pouvoir prendre ces fonctions-là? Il faut être organisé surtout. Il ne faut pas s'éparpiller parce que le problème de notre métier, c'est qu'on a, comme dit, les plaintes qui arrivent tous les jours, mais on a également les relances des locataires, des anciennes plaintes qui ne sont pas forcément réglées. Et, il ou faut qui ne sont pas traitées dans l'urgence. Qui ne sont pas traitées dans l'urgence, voilà. Et donc, il ne faut pas s'éparpiller. Hein. Il faut faire une chose après l'autre, rester bien organisé. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité d'évolution après ce poste-là? Parce que donc, vous avez commencé pour l'entretien, ensuite vous êtes passée assistante, maintenant vous êtes gestionnaire d'immeuble. C'est quoi le poste après? On va dire hiérarchiquement parlant, ce serait quoi? Ça serait responsable de service. D'accord. Mais là, c'est déjà un plus haut niveau. Hein. Il y a beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de décisions. On gère plus de personnel aussi. On gère plus de personnel. On le gère différemment, je pense aussi. Hein. C'est autre chose. Donc, ce ne sera pas pour tout de suite. Hein. Mais ce serait un poste qui vous ferait envie si on vous le proposait? Ça pourrait être intéressant. Mais pour l'instant, vous êtes bien... Pour le moment, on va déjà essayer de bien faire le rôle de gestionnaire d'immeuble et puis on verra par la suite, effectivement. Parce qu'on ne l'a pas dit, vous êtes gestionnaire d'immeuble depuis le 1er février. Donc ça fait à peine, même vous avez 3 semaines. C'est tout récent, oui. Et comment ça se passe en fait? Clairement, ces 3 semaines, on va dire que c'est quand même pas mal différent du métier d'assistante, vous le disiez avant. Mais comment vous vous sentez? Bien. Bien, comme dit, auparavant, j'avais fait ça déjà pendant 4 mois, donc je connais le métier, j'étais déjà plus ou moins formée. Donc, pour le moment, ça va. Hein. J'ai pas trop de mal, je m'en sors bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ces informations avec nous. Quant à nous, on se revoit la semaine prochaine. Rendez-vous jeudi pour une nouvelle édition de votre magazine du logement et de l'habitat. Excellente soirée sur Alsace 20. À bientôt.